Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Saint Graal. Comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va, je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Alors tu reviens avec un nouveau single qui s'appelle Je t'emmènerai et qui annonce la sortie d'un EP à venir. Alors on va évidemment en parler, mais avant ça, je te propose qu'on fasse un retour en arrière. Quel est ton premier souvenir lié à la musique ? Le premier souvenir lié à la musique, je dirais que c'est un petit peu à travers ce que peuvent écouter les parents, évidemment. Ça, tout part de là, tout part de la musicalité qu'il pouvait y avoir chez moi. Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison ? Alors ça dépend, ma mère pouvait passer du Bob Marley aux Beatles et mon père a du Nine Inch Nails et du TFN. Vraiment, c'est très disparate et au contraire, ce qui m'a permis de kiffer un peu tous les styles musicaux, quoi. Ouais, c'était assez éclectique en fait à la maison. Totalement, ouais, totalement. Et comment est-ce que tu as choisi ton nom de scène ? Parce qu'il me semble quand même que le Graal, c'est un objet qui est assez mythique et associé souvent à la légende du roi Arthur. C'est ça. En fait, j'étais avec un ami, on était assez fans, étant jeunes, des Monty Python. Ouais. Donc, Sacré Graal des Monty Python, où dedans, on voit un genre un peu parodique du roi Arthur rechercher le Graal. Et j'étais fan en même temps de Saint-Germain, qui est un artiste qui fait de l'électro-jazz un petit peu, et j'adorais ce qu'il faisait. Et je trouvais ça trop stylé de s'appeler Saint quelque chose, donc Saint Graal. Et comme j'ai toujours eu envie de faire une quête un petit peu dans les EP, dans les albums, d'essayer de faire un peu des choses qui engagent le public autrement, j'ai essayé de m'appeler comme ça. Là, tu parles de jazz. Et d'ailleurs, tu as étudié la musique, toi, au Conservatoire de Bordeaux, parce que tu es d'Angoulême, donc tu es allé à Bordeaux pour étudier la musique. Et tu as même fait de l'opéra et des études de jazz. Ouais, alors en fait, c'était à Angoulême du coup que j'ai fait surtout le conservatoire, Ok. où j'ai fait de l'opéra, et c'est à Bordeaux j'ai fait des études à la fac de chansons françaises, de jazz et de musique actuelle. Et j'étais pas très bon, pour tout avouer. J'ai redoublé toutes mes années de solfège. Je suis toujours resté au cycle 1, mais ça n'empêche que j'ai toujours rien compris au solfège. Ouais, le solfège, c'est quand même, en général, pas la chose qu'on préfère. Non, c'est barbare un petit peu, mais en tout cas, non, l'opéra, ça m'a énormément appris au niveau du chant, au niveau de la respiration, au niveau aussi de la tenue de la voix. Et puis, j'ai été entouré que de musiciens, donc moi, j'ai énormément, surtout, principalement même, appris plus des autres musiciens que des professeurs, je t'avoue. Ouais. Parce que les professeurs, c'était pas des anciens musiciens ? Pas forcément. Il y avait la recherche pédagogique un peu plus où moi j'ai toujours eu du mal avec l'aspect pédagogique et éducatif. Et quand en plus c'est par rapport à la musique que moi j'adore, j'étais un petit peu tête de mule et j'avoue que je voulais faire surtout comme moi j'avais envie de faire. J'étais un peu ado rebelle, ouais. J'aime bien quand tu dis ado rebelle parce qu'on vient juste de parler de l'opéra juste avant. Oui, non mais c'est moderne, c'est ado rebelle très moderne, c'est pour ça. Et toi, tu es assez autodidacte parce qu'il me semble que y a un logiciel qu'on utilise de plus en plus en musique qui s'appelle Ableton que tu as appris seul. C'est ça, ouais. Tout ce qui est Ableton, tout ce qui va être aussi piano, synthétiseur, et je dirais qu'il y a aussi un peu d'ingénierie sonore aussi. Ça a été tout seul, ça a été grâce à des personnes, grâce à des tutos YouTube. Et ça m'a beaucoup aidé, les tutos YouTube. Heureusement qu'on a notre génération allait tuto YouTube avant, je ne sais pas comment ils faisaient. Enfin, ils étaient obligés finalement d'aller en cours. T'imagines écouter des gens parler, quelle horreur. L'horreur. Non, mais je suis d'accord. Heureusement qu'il y a YouTube. Et à quel moment, toi, la musique fait plus partie de ta vie ? Enfin, ou en tout cas, à quel moment tu te dis, la musique, je vais en faire ma vie ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas du tout ? Il y en a eu un, en effet. J'étais assez jeune, en vérité, c'était en 5e. J'ai malheureusement perdu un ami à moi et je m'étais mis dans la tête, c'était au moment où j'apprenais un petit peu la guitare, et je m'étais mis dans la tête de chanter volontairement une chanson. Mhm. Et du coup, c'était Alléluia de Jeff Buckley, c'est par là que tout le monde commence, et mais qui n'est pas la plus simple non plus pour commencer. Et je me suis tué à la tâche pour essayer de l'apprendre, et c'est là où j'ai découvert que je pouvais chanter en même temps et que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, en fait, ça a toujours été ça que j'ai voulu faire.
il faut que j'apprenne vraiment de manière plus intense et plus rigoureuse la musique et que je m'entraîne surtout parce que j'avais réussi à le faire et je me suis dit en fait c'est possible, du coup je peux réussir à le faire et je me suis dit qu'en travaillant tout était possible. Et toi, d'ailleurs, tu as bien travaillé parce que tu es auteur, compositeur et interprète. Comment est-ce que naissent tes chansons? Est-ce que tu les composes d'abord? Est-ce que tu les écris ensuite ou l'inverse? Bah alors ça dépend. Très souvent je commence juste par une ligne de synthé, de guitare comme ça et après je fais un peu d'écriture automatique où je me mets sur une feuille et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je sais pas si tu vois un peu le concept de l'écriture automatique. Ouais. Et j'écris. Et à un moment donné, quand il y a quelque chose qui sonne bien et qui sort un petit peu, et que ça fait écho ou résonance un petit peu à ce que je suis, à ce que je peux vivre, à ce que j'ai pu vivre, eh ben, je défile un peu le fil rouge et j'essaie d'écrire autour de ça. Et moi, surtout, je fais tout pour essayer de trouver un peu la top line euh, qui peut me plaire en fait dans les musiques, en essayant de trouver avec l'écriture automatique ce que j'ai fait, quoi. Oui, parce qu'il faut pas oublier que quand on fait une chanson, une fois qu'on l'a terminée, tout ça, en fait, on va devoir la chanter. Et beaucoup de fois. C'est ça. Et donc, il faut quand même ne pas la regretter. C'est ça. Et l'aimer inconditionnellement, même si à la fin on en a marre, il faut quand même l'aimer. C'est mieux, en général. Généralement, ouais, c'est mieux. Alors, je déroule encore un peu. Alors, en 2018, tu pars au festival Bordeaux Rock. Oh, Euh, waouh! non? Et si, c'est vrai, Ah! mais c'était à l'ancienne, j'avais totalement oublié. Bah, du coup, qu'est-ce que ça te fait? Parce que, bon, t'es de la région. Angoulême, c'est pas si loin de Bordeaux. Même si c'est pas tout à fait à côté, mais c'est pas très loin. Qu'est-ce que ça représente finalement de faire ce festival-là? Bah, ça a été une première petite porte ouverte. Des gens qui ont bien voulu que je participe, qui ont cru en moi. À l'époque, j'étais un corps aide-soignant. Je travaillais de nuit, il me semble. Et c'était trop chouette parce que c'était vraiment mes premiers concerts avec Saint Graal, avec vraiment le côté musical et chanté quoi, de mon projet de base. Et comment est-ce que tu es arrivé à être aide-soignant la nuit et consacrer du temps à ton projet Saint Graal? Tu dormais Alors, plus? alors, très honnêtement, j'ai plus aucun souvenir de cette période-là. Non, non vraiment, surtout, je sais pas du tout comment j'ai fait. J'y ai repensé il y a pas longtemps. Je pense que, je pense que c'est là où on confond très souvent le talent et l'envie. Je pense que le talent, ça n'existe pas, mais que l'envie vraiment de vouloir faire les choses, ça existe. Et je pense qu'on on n'est jamais fatigué de faire ça, en fait. Moi, j'avais besoin d'argent, mais en même temps, il me fallait du temps la journée pour que je puisse travailler la musique. Du coup, je travaillais juste le soir pour me faire de l'argent. Et il y avait des soirs de libre où je demandais toujours le vendredi et samedi de libre pour pouvoir faire les concerts. Donc, non, je pense que c'est surtout l'envie de tout donner, de tout déchirer et d'essayer vraiment de vivre de ça, quoi, qui fait qu'on arrive à accepter ce genre d'emploi du temps un peu de ministre que j'avais à l'époque. Ouais, tu faisais abstraction finalement que ça Ouais, pouvait être la fatigue, enfin le côté hyper négatif, quoi. ouais, c'est ça. Mais je pense qu'au final, c'est pas ce qu'il y avait forcément de mieux pour la santé. Mais je pense que c'était comme ça. Je pense que je devais le faire et ça l'a fait au final. J'étais très fatigué. Je pense que j'ai perdu pas mal de PV, mais je suis content de l'avoir fait. Bon, en tout cas, ça a été une bonne chose de le faire parce qu'en 2019, tu sors ton premier EP qui s'appelle Pulsion et qui parle de l'amour. Alors même pour le présenter, tu disais de l'amour au spleen, il n'y a qu'un pas. Cependant, la route reste pavée de jalousie, de narcissisme et de mélodrame. 5 ans après, quel regard tu portes sur ton premier EP? Oh bah, j'en suis assez fier. C'était vraiment c'était DIY, vraiment. C'était vraiment fait maison et là-dessus, ça a vraiment ouvert une petite brèche. J'avais envie de faire plus de concepts. Là, comme tu l'as dit, de l'amour au spleen, il n'y a qu'un pas. C'était que mon premier morceau s'appelait Amour dans le P et le dernier s'appelait Spleen. Et que tous les autres morceaux, entre, c'était jalousie, narcissisme et mélodrame. Et qu'en fait, on passait par un peu toutes les étapes de l'amour et de tout ce que ça pouvait incomber, en fait. Et non, je pense que ça a été vraiment une première porte à la composition d'un projet, de vraiment essayer de faire quelque chose de carré, de propre, même si c'était vraiment
fait maison, mais alors il n'y avait pas plus fait maison que ça, quoi. Mais c'était que du kiff, quoi. J'ai adoré. Est-ce que il y a certains des titres que tu joues encore sur scène? De ces titres-là, malheureusement non. Malheureusement non. Je jouais encore il n'y a pas si longtemps que ça, Amour, encore en concert. Mais peut-être qu'un jour, ça reviendra. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de les refaire. Bah après, de toute façon, il y a eu d'autres choses parce qu'en tirant encore un petit peu le fil de ton histoire artistique, en 2021, tu dévoiles le titre Les Dauphins, qui est le premier extrait de l'EP Le cœur qui cogne. Un texte extrêmement métaphorique quand même. Le cœur qui cogne? Ouais, enfin non, oui, oui, oui. Ah, les dauphins? Ouais, les dauphins. Faire du jet ski sur des dauphins. En tout cas, oui, il y a énormément de métaphores dans la chanson et c'est surtout j'ai vraiment voulu faire comme une histoire d'amour, mais totalement délurée et totalement un peu du n'importe quoi, du trop plein de romantisme, du romantisme à l'extrême, qu'on retrouve un petit peu dans mon dernier morceau au final, où c'est une déclaration d'amour, mais si je pouvais l'hurler, je l'hurlerais, quoi. C'est un peu ça, en fait. L'amour, c'est quand même... tu l'exploites beaucoup dans tes chansons. De ouf, je l'exploite beaucoup, mais j'essaie toujours de trouver un côté un peu de l'amour qui me ressemble, et puis qui, comme beaucoup d'artistes font, vraiment, la majorité des artistes exploitent ce filon de l'amour, justement, parce que c'est une source, mais intarissable de bonnes idées, je pense. Mais... et en même temps, ça touche tout le monde. C'est un truc, c'est ce qu'on peut partager. Je connais pas un humain qui ne peut pas être amoureux. Je pense que même les pires le peuvent l'être. C'est ça qui est fou. Ouais. Et non, j'essaie toujours en tout cas d'exploiter un filon dont on ne parle pas trop, dont on essaie de. C'est pour ça que dans le premier EP, j'avais fait le narcissisme, la jalousie, aussi les mélodrames, le spleen de l'amour, tout ça, parce que je voulais vraiment essayer d'exploiter quelque chose qu'on exploite peu, en tout cas en amour dans la musique. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, on parle de l'amour de manière très positive, presque en jetant des paillettes sur l'amour, alors que le spleen, le narcissisme et la jalousie en font malheureusement ou heureusement pour certains, ça dépend de son caractère, mais en font partie et on en parle peu, en tout cas dans les chansons. Ouais, totalement, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'avais cette envie de quand jamais je dois parler d'amour comme les dauphins, où c'est vraiment l'amour à son paroxysme, je le fasse, mais de manière totalement délurée. C'était un peu ce but-là, justement. Et j'aime bien aussi le fait que l'amour rende triste, parce que je pense que on a tous cette peine de cœur en nous, je pense qu'on a tous cette même déchirure. Et je trouve ça bien un petit peu d'en parler, de voir un petit peu, parce qu'elles sont toutes différentes, mais elles se ressemblent vachement quand même. Est-ce que tu as déjà, justement, est-ce que tu as déjà pu échanger avec des gens qui venaient te voir en disant « Ah, mais ça m'a trop parlé », ce genre de choses? Ouais, plutôt, ouais, en vrai, après des concerts, des gens qui me disent que ça les a un peu aidés dans leur rupture, ou même parfois des gens qui se sont pécho sur mes musiques, et ça... Alors... Et récemment, j'ai même eu des personnes qui ont fait leur mariage sur une de mes musiques. Alors ça, c'était... je pense que j'ai lâché ma petite larme, en tout cas, parce que je trouvais ça trop beau, et que je me dis, bon, ma musique fait partie intégrante de l'amour entre deux personnes, donc j'étais vraiment très touché et honoré. C'est trop beau. Ouais, de ouf, c'est trop beau, quoi. Et pour continuer encore un peu sur le thème de l'amour, justement, aussi dans l'EP, tu fais une déclaration d'amour au drag. D'ailleurs, cette chanson-là, c'est un vrai hymne à la tolérance. C'est important aussi pour toi de mettre des mots, de mettre des notes au service d'une communauté, de donner de l'amour à une communauté. C'est ça, en fait. Déjà, Saint Graal, c'était un peu né justement pendant mes 18-19 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Quasiment 10 ans au final. Et je faisais des DJ sets pendant les soirées drag. J'accompagnais vachement tout ce milieu-là à Bordeaux. Et du coup, j'ai toujours été vraiment dans ce milieu-là. Et puis c'est une communauté qui me parle, à laquelle je participe aussi, où j'ai vraiment mes meilleurs amis artistiques et mes meilleurs amis amicaux, avec qui j'ai commencé, quoi.
Vraiment, tout vient de là. Et un jour, on m'a contacté pendant le confinement pour faire une musique sur le milieu drague. Ce que j'ai accepté directement parce que bon, pendant le confinement, on n'avait pas grand-chose à faire. Et cette chanson-là est née sur les réseaux. Et un peu après, je me suis dit, je vais l'intégrer en fait à l'EP Le Cœur qui cogne. Parce que elle fait partie intégrante de mon histoire, parce que j'ai évolué dans ce milieu-là. Saint Graal, c'est né un peu dans le milieu drague. Et c'est pour ça que je voulais vraiment l'amener dans le projet de l'EP en tout cas, quoi. Juste avant qu'on écoute ce titre-là, je voulais savoir, parce que tu viens d'évoquer les réseaux, c'est vrai que toi, j'ai l'impression aussi qu'il y a, tu sais, comme un humoriste, par exemple, va faire comment dirais-je, son tour de chauffe pour voir les blagues qui marchent pas, qui marchent. Toi, en fait, tu utilises un peu tes réseaux, savoir les titres qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bah, je prends un peu les réseaux comme un laboratoire. Et je pense que les meilleurs scientifiques, bah, c'est les abonnés, c'est les gens qui me suivent. Et, euh, et puis je le vois, je leur demande, les gens ont toujours des avis très sincères et très construits en vérité. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un public qui est très bienveillant. Et il y a des gens qui vont vraiment être en mode, bah écoute, tu vois là les paroles, je suis pas fan. Par contre, le refrain, je trouve ça super. Et c'est que des trucs super bienveillants avec des retours directs. Ou alors, tiens, comme titre, je mettrais bien ça comme titre. Je suis en mode, bonne idée. Et, euh, et ça fait participer aussi le public et je trouve ça cool. Ça démystifie aussi un peu l'artiste, je trouve, dans la globalité. Je trouve qu'on mystifie vachement trop l'artiste et qu'on le surélève trop au rang de quelque chose un peu de magique, tu sais, d'un Ouais. peu grand créateur ou créatrice. Et je trouve ça dommage parce que vraiment, l'artiste, c'est n'importe qui. Et en aucun cas, c'est quelqu'un d'intouchable ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent, parce que quand on voit les gens à la télé ou ça, mais c'est des personnes comme vous et moi, enfin la preuve, tu vois. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment envie avec Saint Graal aussi, d'arrêter ce truc-là et de vraiment être avec les gens à 100%. C'est pour ça que je descends très souvent dans le public. Enfin, je descends d'ailleurs tous mes concerts, je descends dans le public. Qu'à chaque fin de concert, je prends le temps de parler vraiment à tous les gens. Donc, je prends toujours 2 heures en plus du concert parce que ça me semble important, parce que simplement, bah, sans un public, je suis juste un mec dans sa chambre qui fait sa popote, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je suis toujours très remerciant par rapport au public et que j'essaie toujours de les faire participer activement à mes créations. Bah, je pense aussi que, tu vois, on t'évoquait les retours hyper constructifs et hyper bienveillants, mais finalement, en fait, la communauté que tu t'es construite, c'est le reflet de ce que t'es. Oui, je pense aussi. Bah, merci beaucoup déjà. Mais ouais, je suis très content. C'est sûr que j'ai une communauté qui est super et qui est tellement bienveillante là-dessus. Et donc, ça fait plaisir, quoi. Ça vraiment, ça permet d'être serein aussi par rapport à ça et que les gens se sentent à l'aise, en fait, quoi. Et que du coup, par la même occasion, moi aussi, je me sente à l'aise. Oui, parce que finalement, vous évoluez ensemble. Enfin, tu vois, le fait que tu leur demandes aussi leur avis sur un titre que tu viens de faire, savoir s'ils kiffent, s'ils kiffent pas, ce qui changerait ou pas. Enfin, je trouve ça génial. C'est presque un EP un peu, enfin, je mets entre grands guillemets, mais participatif. Et au final, les gens, ils s'impliquent aussi dans ton projet. Et c'est génial, parce que les trois quarts du temps, l'album sort et bah, il sort, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, essayer aussi de le faire vivre après et tout. Non, c'est totalement quelque chose d'un peu participatif, je dirais, ou en tout cas, le public a vraiment sa part de responsabilité, un petit peu, dans, dans, euh, dans ce que je peux sortir, quoi. Donc, en fait, si une phrase est nulle, c'est pas moi, c'était lui. C'est ça. C'est pas moi, c'est utilisateur numéro 374. Bon, vu qu'on a évoqué le titre Drag, je te propose qu'on l'écoute. Avec grand plaisir. Je suis tombé amoureux d'une drag queen en topless lors d'un show à Pigalle, les fossiles, les paillettes. Vous ne me croirez pas si je vous dis qu'elle est la plus belle femme, oui, aujourd'hui. Je suis tombé amoureux d'un drag king en genre tel que crier, que chanter rime avec liberté. Vous ne me croirez pas si je vous dis
Quel est le plus bel homme, oui, aujourd'hui. Je suis tombé amoureux d'un spectacle burlesque sur un fond de Beatles, de Marvin Gaye. Let's get it on. D'être en public, un rendez-vous pas comme les autres. Ton corps scintille sous les spotlights et la scène transpire des images. Et j'aimerais t'écrire une chanson pour que tu n'oublies pas de sourire. Ton corps transpire sous les spotlights et tu sentis dans ma mémoire. Je suis tombé amoureux d'une drag queen en topless lors d'un show à Pigalle, des fossiles, des paillettes. Vous ne croirez pas si je vous dis qu'elle est la plus belle femme, oui, aujourd'hui. Je suis tombé amoureux d'un drag king en jartel, que crier, que chanter rime avec liberté. Vous ne croirez pas si je vous dis quel est le plus bel homme, oui, aujourd'hui. C'était le titre Drag issu de l'EP Le Cœur qui cogne de Saint Graal qui est à mes côtés. Alors, dans ta musique, on a aussi un peu l'impression que malgré les rythmes, il y a toujours une petite touche de mélancolie, qui est amenée par quelques notes par-ci par-là. D'ailleurs, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Gainsbourg ou à Feu Chatterton. Ouais, bah, y a toujours un peu de mélancolie, je pense, musicalement, parce que je suis toujours un grand émo, en vérité. Mon adolescence refait toujours surface, mais je pense que c'est aussi c'est un peu cette nostalgie que j'essaie d'amener, un peu de l'amour ou des beaux sentiments, qui rend tout le monde un petit peu, enfin moi qui me rend toujours un petit peu, pas triste, mais c'est un peu cette joyeuse tristesse un petit peu où on parle d'un événement qui se reproduira plus, mais qui est joli, comme quand on est avec plein d'amis et qu'on se rencontre à un moment donné de la soirée, que ce moment-là, on le vivra plus, et du coup qu'il est magnifique. Quand on arrive à un moment donné à prendre du recul par rapport à un événement, je trouve ça vraiment beau. Et du coup, je me dis que dans des chansons ultra joyeuses comme Drag, comme Dauphin, comme peu importe, essayer d'y amener une petite touche un petit peu mélancolique, ça permet de rendre le morceau aussi un petit peu moins pop et aussi un peu plus touchant, je trouve. Bah ouais, t'as tout dit. Tu définis aussi ton style musical comme un mélange entre la pop, la techno, la chanson française. C'est vrai que c'est des styles qu'on voit pas forcément souvent ensemble, mais en même temps, dans la musique, on adore mettre les gens dans des cases. Ah oui. Et pourtant, en fait, tu surexploites presque le fait que, ouais, moi j'aime un peu de ci, j'aime un peu de ça, j'aime un peu de rock si j'ai envie, et alors ? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai été, comme je disais au début, moi j'ai été influencé par tellement de styles musicaux, je pense vraiment il n'y a aucun style musical que je n'aime pas. Déjà, je trouve ça fou de ne pas aimer un style musical, hein. C'est juste qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas les codes. Mais j'aime de tout et je pense que si à un moment donné, j'ai envie de faire un virage, bah, je ferai le virage. Si à un moment donné, j'ai envie de faire de la techno et du rock, comme ça peut être un peu plus le cas pour Je t'emmènerai, eh ben, je le fais parce que je trouve que ça me ressemble à un moment donné. Et puis voilà. Ouais, t'es finalement un artiste assez instinctif et qui va là où tes envies vraiment te mènent. C'est ça. J'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui me bride pas du tout par rapport à tout ça et qui au contraire me pousse justement à la création et à vraiment développer ma direction artistique. Justement, tu parles de création. Comment est-ce que toi, tu arrives à mélanger l'acoustique, les instruments acoustiques, les machines
parce que finalement, avec l'IA qui se développe de plus en plus, il y a beaucoup d'artistes qui se posent beaucoup de questions, qui ont même, des fois, il y en a qui ont peur et qui se disent qu'ils vont disparaître. Bah, moi, je t'avoue que ça me fait pas trop peur, l'IA. Ouais. Parce T'en sers? que, alors non, mais d'un côté, les logiciels comme Ableton, il y a des côtés un peu intelligence artificielle. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un moment d'enlever les respirations, les trucs comme ça, un petit peu, ou les petits parasites vocaux, bah, il y a des trucs qui le font tout seul. Mais l'IA en tant que telle, comme on connaît aujourd'hui, comment tous les artistes en ont peur, non, ça ne me fait pas peur du tout, parce qu'au contraire, je trouve que c'est une avancée de ouf. Ouais. Comme toute nouvelle technologie, il y aura des dérives, mais on n'y peut rien. C'est comme quand Internet est arrivé, ça a fait peur à beaucoup de monde. Et il y a les dérives d'Internet, et on les connaît. Mais il y a des choses très bien. Et je pense que s'en servir juste avec parcimonie, réussir à exploiter quelque chose, ça remplacera jamais la créativité d'un cerveau. Juste, ça pourra permettre aussi beaucoup plus d'accessibilité aux gens qui n'ont pas la possibilité de s'instruire musicalement, en tout cas avec des études comme le conservatoire ou comme d'autres choses. Ça va être encore plus facile et plus accessible pour les gens, ce qui est super. Par exemple, je prends Ableton. Ableton, au début, quand tous les logiciels de musique ont commencé, je peux vraiment te dire que tous les vieux rockers étaient en mode quoi, mais tu fais de la musique avec un ordinateur, mais c'est pas de la musique. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, 80% des gens de la musique le font avec un ordinateur, et ces mêmes personnes qui disaient ça le font aussi, j'en suis sûr. Et c'est devenu un instrument à part, quoi, en fait, parce qu'il faut juste savoir l'utiliser, savoir le mettre au service de sa création, comme pour tout. Et à un moment donné, bon bah voilà. Ouais, donc toi, finalement, c'est un allié, enfin, sans parler de l'IA forcément, mais l'ordinateur, c'est clairement un allié, c'est presque un autre instrument que tu gères, en fait, en plus de Ah l'acoustique. bah, totalement, totalement. Franchement, les logiciels de composition, il faut apprendre à les gérer avant de pouvoir les utiliser comme il faut, hein. Moi, j'ai mis des années et encore, il y a plein de trucs que je connais pas par rapport à mes logiciels, hein. On le voit aussi on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, sur tes réseaux sociaux, on te voit beaucoup sur scène et on sent que la scène, pour toi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que Ouais. tu fais de la musique pour vivre ces moments-là? Je pense que ça en fait partie, ouais, totalement. Je pense que bah, la musique, pour moi tout seul, bon, bah, ça me fait du bien, évidemment. Mais la musique, pour partager avec les gens et voir les gens chanter tes morceaux, il y a quelque chose qui est unique et enfin, il y a cette dose d'adrénaline à la fin du concert où juste j'ai un giga smile sur ma tête et j'ai que ça toute la soirée et je suis fatigué, mais qu'est-ce que je suis bien parce que je saute partout et parce que ça amène, je sais pas. Je pense que vraiment, s'il y a un côté un peu drogue, un peu comme le sport, où, où ça doit libérer 15 000 hormones dans mon cerveau, mais ça fait vraiment du bien, quoi. Je fais la musique pour ces moments-là, clairement. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre parce que tu en as quand même pas mal à ton actif? Alors, je pourrais en citer que quelques-unes. Tu as fait les Aiguilles du Printemps de Bourges, la Boule Noire à Paris, tu as fait aussi la Marquise à Lyon. Ouais. En scène qui m'a vraiment marqué, la première scène où vraiment j'ai été assez choqué, je venais juste de sortir Les Dauphins et j'avais un concert à Bordeaux pour un show de drague justement qu'un ami organisé sur une petite péniche et il était censé y avoir à peu près 200 personnes, quelque chose comme ça. Et le morceau avait vraiment explosé sur les réseaux et je m'y attendais pas du tout. Moi, j'ai juste dit, bon, bah, je fais un concert à Bordeaux. Et au final, il y avait des centaines de gens qui sont venus en plus. Et ça a été n'importe quoi. J'avais personne qui m'accompagnait à ce moment-là. Il y avait juste quelques amis à moi de Bordeaux qui étaient venus et c'est tout. Et c'était vraiment un moment incroyable parce que pour la première fois, les gens que je connaissais pas chantaient les paroles de mes chansons. Et il y avait un truc, c'était fou. C'était le bordel complet. Mais c'était le bordel que j'aime bien. Et il y avait une énergie vachement rock avec le public qui était super cool, quoi. Oui, parce que le fait de sauter de partout donne aussi un truc
de dingue, enfin, que ce soit, enfin, surtout à l'artiste, en fait, ou même entre nous dans le public. Ah bah ouais, carrément. Mais c'est pour ça que moi, je peux pas résister. Je suis obligé d'aller dans le public pour sauter avec eux parce que sinon, moi tout seul sur scène, à un moment donné, je suis en mode, bah, allez, je viens avec vous là parce que sinon. Mais non, c'est trop beau, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Parce que sur scène, t'es tout seul? Personne Sur t'accompagne? scène, je suis tout seul pour l'instant. J'ai quand même mon ingé son et mon ingé son qui sont toujours là. Et ça, même s'ils sont pas sur scène avec moi, ils le sont quand même d'une certaine manière. Parce que c'est important de bien choisir les personnes qui nous entourent au niveau de la technique. Et du coup, il y a Fanny et Thibaut, c'est les deux personnes qui m'entourent au niveau du son, qui vont sonoriser ma voix, mes instrus, qu'on va travailler en amont aussi lors de résidence, tout ça. Et, et je peux te jurer que sans ces deux personnes-là, le son sonnerait tellement moins bien en concert. Et ouais, c'est aussi un art à part entière, l'ingénierie sonore comme ça. Bah oui, c'est presque, finalement, ils connaissent presque ta voix, aussi bien que toi, si ce n'est plus parfois. Ah bah, ils la connaissent dans des termes scientifiques. Ils sont en mode, bon bah ta voix, elle porte comme ça dans les aigus, donc il va falloir baisser ça pour pas que ça fasse mal aux oreilles. Ta voix, elle va t'emporter dans les graves, donc il va falloir monter ça. Enfin, c'est de la science, quoi. Ouais, mais c'est génial aussi à observer. Enfin, c'est vrai on les appelle les ingénieurs du son et c'est clairement pas pour rien. Ah bah non, non, pour moi, on est sur de la science, hein, clairement, et c'est de l'ingénierie, et voilà. À l'époque, je voyais ça un peu comme de la magie. Maintenant, je commence à comprendre. Comprendre que c'est juste des gens qui ont fait des études, quoi, en fait, ce qui est normal, et qui sont très forts là-dedans, quoi. Donc non, je dirais que je suis pas tout seul, mais visuellement sur scène, oui, je suis tout seul. J'ai mes synthés, j'ai ma guitare, et puis mon ordi, et voilà. Oui, disons que dans tes oreilles, t'es pas tout seul, mais les gens ne les entendront pas. C'est ça, c'est pour ça, mais à chaque concert, je fais toujours retourner le public vers les personnes qui sont derrière les machines, parce que c'est important de les féliciter, en fait, eux aussi, les applaudir, parce que il n'y aurait rien de tout ça sinon. Tu parles de collaboration un peu scénique, si je peux me permettre. Moi, j'ai envie de parler de tes collaborations que tu as fait en studio, parce qu'il y a Ajar, avec qui tu as travaillé en 2022, et puis Exact. récemment avec Danny Terreur, il y a quelques mois avec Nightclub. Comment est-ce que sont nées ces collaborations? Alors avec Ajar, j'avais vu en fait sa musique un peu sur les réseaux, et j'avais adoré, et du coup je l'avais invité à venir sur scène avec moi, de faire ma première partie en fait. Et on est devenus très potes par la suite, et on a beaucoup parlé, on a fait plein de trucs ensemble, et on a décidé de faire un son. Et c'est marrant que tu parles de Danny Terreur parce qu'il est avec moi actuellement dans la pièce. Ah. Et comme ça, il pourra me corriger si jamais je me trompe. Mais Danny, c'est lui qui m'avait proposé de venir me joindre à son projet d'album qui s'appelle Les Sessions Cool Triste, où c'est un projet participatif avec plein d'artistes super de la scène musicale un peu indépendante, en développement. Et du coup, en fait, on est allé en studio dans sa cave, exactement, à Paris. Et un morceau en est né en à peine une journée, en vérité. C'est allé très, très vite. Et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, parce que Danny ou Ajar, d'ailleurs, sont des super bons producteurs aussi. Musicalement, c'est des bêtes, quoi, vraiment. J'adore comme tu soulignes à chaque fois les personnes qui t'entourent ou qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec toi. Bah ouais, je trouve ça toujours important de féliciter. Enfin, c'est des gens même si on travaille pas tout le temps avec eux, c'est des gens avec qui, à un moment donné, on a mis un petit point sur une feuille. Et c'est toujours important de jamais oublier ça et de continuer à chérir tous ces petits points qu'on collecte un petit peu au fur et à mesure de notre vie artistique, quoi. Parce que c'est des gens avec qui on sera sûrement, à un moment donné, on retravaillera avec ces personnes-là, ou pas. Des fois, on essaie de gommer aussi les points parfois. mais en tout cas, avec les deux Gugus, Ajar et Danny Terreur, c'était vraiment que du plaisir, quoi. Alors, on l'a évoqué en début d'interview et aussi pendant l'interview.
il y a quelques semaines, tu as sorti un nouveau single qui s'appelle Je t'emmènerai, qui Exactement. cumule à peine 2 millions de vues sur les réseaux. Oui, c'est ça. Oui. Et en plus tu l'as écrit, composé, et tu l'as aussi réalisé, ce titre-là. Oui, au niveau du clip, tu veux dire? Ouais. Ouais, en fait, c'était une idée que j'avais eue. Parce que j'adore, je trouve ça trop beau. Le clip, du coup, c'est moi qui déambule en plan séquence dans un public avec les flashs levés, avec tout ça. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça super beau, les flashs en concert comme ça. Et je me suis dit que comme le public me connaissait via les vidéos pas mal, et qui venait en concert, que je faisais sur les réseaux, je me suis dit qu'on allait faire tous ensemble une vidéo en fait. Donc j'ai un ami à moi qui s'appelle Ilan Braca, qui est venu filmer à ce moment-là. Et l'image était tellement belle et j'ai tellement adoré en fait, je me suis dit mais on n'a pas besoin de clip en fait pour ce morceau. Le meilleur cadeau que je puisse faire au public, c'est aussi de faire de cette vidéo-là le clip officiel. Et c'est pour ça que dans la version du clip, j'ai laissé aussi un peu les voix des gens qui criaient la chanson. Alors, tu parlais de plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, le plan séquence, c'est un plan Oui. où on lance la caméra et en fait, on l'éteint quand la vidéo est finie. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué à tourner en général. Il y a peu de clips qui sont faits comme ça. Ouais, clairement, ouais. Mais ça, c'est le talent aussi d'Ilan Braca, justement, c'était même pas tant prévu que ça, au final, de faire un plan séquence. Mais il n'a pas coupé la caméra, il l'a fait tout du long, d'une traite. Et la vidéo, je la trouve super, quoi. Je trouve que il a vraiment rendu précisément ce qui s'est passé durant ce concert-là. Et j'adore parce que du coup, les gens qui hésitent encore à venir à mes concerts, s'ils veulent, ils peuvent regarder cette vidéo-là et ils verront au final l'ambiance un petit peu des lives, quoi. Oui, finalement, il n'y a pas meilleure pub pour tes concerts, pour ta tournée que ce clip-là. Bah, c'est ça. Mais au final, je le fais maintenant à chaque concert et c'est pas filmé, hein, mais comme ça en tout cas. Mais que les gens lèvent leur flash pour Je t'emmènerai. Même des fois, je commence la chanson et les gens lèvent leur flash. Et je suis en mode ah oui, c'est vrai. Bon, je descends avec vous alors. Du coup, c'est assez drôle. Oui, parce que la vidéo qu'on voit, c'est celle que tu as tournée pendant ton concert à la Boule Noire. C'est ça. C'est la première fois que je jouais Je t'emmènerai, justement. C'est fou. Et j'avais l'intention de la sortir et à un moment du coup j'ai mis cet extrait là sur les réseaux et c'est là où en fait les gens se sont dit oh trop bien, sort la chanson, et on a atteint 2 millions de vues sur les réseaux et du coup j'ai sorti la chanson et les gens m'ont très très bien rendu tout ce love. Mais ce qui est génial, c'est que tu dis 2 millions comme tu pourrais dire 4, mais c'est qu'en fait tu mets tellement en avant les gens physiquement qui étaient là, ceux qui étaient derrière la caméra, qui étaient dans tes oreilles, plus que finalement ces vues qui sont relativement virtuelles. En fait, on sent que tu es quand même beaucoup plus dans le contact avec les gens, mais réellement, quoi. Bah oui, de ouf. C'est que ça. Enfin, en fait, c'est aussi que à travers les réseaux, les gens peuvent vraiment se rendre compte un petit peu de tout ce que ça représente en fait, et que c'est pas juste un mec dans sa chambre qui fait ses musiques, parce que très souvent, que ce soit dans mes stories ou dans ce que je peux poster, on me voit à mon bureau en train de faire la musique, ce qui est 80% de mon temps. Mais il y a quand même 20%, non en vrai, n'importe quoi, je redis ce que j'ai dit. C'est plutôt 50% de mon temps. Et les autres 50%, c'est des rendez-vous avec le label où on va vraiment essayer de creuser un peu plus loin la direction artistique de tel ou tel morceau. Il va y avoir le mixage, le mastering avec les gens avec qui je travaille. Il va y avoir du coup toutes les idées à essayer de trouver aussi pour rendre le truc réel. Et puis, au final, il n'y a rien que je fais où je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul dans la base, dans la première idée, en fait, le premier jet. Et ensuite, plein de gens m'aident à décorer un petit peu tout ça, quoi. Mais quand même avec ces gens-là, tu t'impliques dans des décisions et dans des directions, même si eux t'apportent des idées et forcément leur c'est ça, toujours. Leur talent. En fait, ouais, j'aurai toujours le dernier mot de toute façon parce que c'est mon projet, ouais. Et c'est important. Mais par contre, j'essaie toujours d'être objectif. Parce qu'il y a des gens, ils vont m'apporter des idées où je vais être en mode, mais t'as raison, t'as totalement raison. Ce que j'avais comme idée, c'est nul, on va faire ça en fait.
Et des fois où je vais dire, bah non, je pense vraiment que ça, c'est la bonne idée. Et ce qui est bien, c'est que les gens avec qui je travaille acceptent aussi ça. Et c'est comme ça aussi qu'on avance, quoi. Bah, vu que tu parles d'avancer, tu parles forcément de futur. Le titre, Je t'emmènerai, le premier extrait d'un EP à venir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet EP sans trop nous en dire? Alors, sans trop vous en dire, ça parlera d'amour, mais en même temps pas d'amour. Alors, il y aura tout un concept, en gros, autour de ce que je vais sortir prochainement. Et j'ai vraiment hâte que les gens puissent découvrir et j'espère aussi apprécier ce qui sortira. Je peux vous dire qu'on va se retrouver avant les vacances d'été, logiquement. Ouais. Pour l'EP ou pour un autre titre de l'EP? Pour un autre titre de l'EP, je pense. Ok. Le temps de bien préparer tout ça et qu'à la fin, les gens aient vraiment un produit fini où je sois vraiment fier de tout. Et puis aussi, continuer de trouver des bons collaborateurs. Ça, et collaboratrices. C'est toujours très important. Mais ouais, c'est ça. Ça a parlé du love, mais en même temps, l'inverse du love aussi. C'est pas très clair. C'est un peu mystérieux. Mais promis, vous comprendrez quand vous vous entendrez. Donc du coup, l'EP, on peut l'imaginer à l'automne. À l'automne, vers la rentrée. Et ce sera un assez gros EP pour le coup. Parce que j'ai aussi envie de régaler les gens, parce que je sors beaucoup d'extraits sur les réseaux. Ouais. Et il est temps que ça sorte un petit peu tout ça. Et pourquoi est-ce que tu seras à ton 3e EP? Pourquoi est-ce que tu n'envisages pas l'album? Parce que t'as pas envie? Bah, j'ai vraiment envie que l'album, il y ait beaucoup de gens qui soient dans l'attente pour vraiment proposer quelque chose. En fait, j'ai pas envie de faire un album qui... Même si je serais très content de le faire, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir tous les moyens. Je me sens pas prêt encore pour l'instant pour l'album. Je pense que 2025, ça peut être une bonne année pour un album. Mais je préfère encore pour l'instant attendre un tout petit peu et vraiment proposer ensuite une vraie proposition artistique de A à Z, avec un concept, avec une histoire, avec un truc qui va un peu au-delà de la musique. Je trouverais ça important. Bon, ben on patientera encore un peu jusqu'en 2025. C'est ça. On a fait un peu le tour de ton histoire artistique. Alors évidemment, j'imagine louper tout un tas de choses. Mais qu'est-ce que tu dirais au petit Léo qui commence, qui est en études, qui est au Conservatoire d'Angoulême, si tu pouvais lui parler? C'est ce que je dis un petit peu à la fin des concerts. C'est de continuer d'être bizarre, d'être à part, de continuer de cultiver un peu cette étrangeté et tout ce qui fait que parfois les gens ont pu avoir du mal parce que les jeunes sont parfois ingrats. Mais c'est de continuer à cultiver ça parce qu'au final, c'est ce qui fera qu'on t'aime vraiment et c'est ce qui fera que artistiquement, tu sauras t'y retrouver. Qui fera que, comme tout le monde, t'es quelqu'un d'unique. Et voilà, quoi. Bah, écoute, moi, je pense que ça s'applique même à tout le monde. Donc, prenez ce conseil-là, gardez-le. Il est très, très chouette, il est très, très important. Merci beaucoup, Saint Graal, d'avoir été à mes côtés. Eh ben, merci beaucoup à toi aussi. On se donne rendez-vous pour la sortie de ton EP à l'automne? Écoute, carrément, avec plaisir. Je te propose qu'on se quitte avec le titre qu'on connaît, je pense, pour beaucoup. Je t'emmènerai. Et puis, on se dit à très vite. Ça marche, super. À très vite. Merci beaucoup. Te dire que je t'aime en un battement de cœur, en un battement de cils, tu fais trembler la ville. Te dire que tu manques et que la vie sans toi n'a plus le goût de l'amour. Je t'emmènerai faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmènerai faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me croient pas. Je t'emmènerai loin de ce monde ennuyeux où tu ne mérites pas. Je fais mon cinéma, comédie romantique, je crois
que toi. Je crois que tu m'assassines, des flèches dans la poitrine. Te force pas la main, je sais que tu vaux mieux que moi. Forcément romantique quand on parle de toi. Je t'emmènerai faire l'amour sur des plages que tu ne connais pas. Je t'emmènerai faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me croient pas.